merci à nos chers participants et à tous les à nos personnes qui vont prendre la parole. Donc, Monsieur Devim, Monsieur Ferré et côté Lixo, Laurie et François. On aura l'occasion de se présenter dans quelques minutes. Merci à tous les participants. De notre côté, c'est un plaisir de pouvoir animer ce webinaire qui sera consacré à l'intelligence artificielle au service de la collecte des points d'apport. Je vous propose d'avancer. On a peut-être en introduction quelques consignes et quelques conseils à donner. D'abord, on va faire un petit tour de table des intervenants de ce webinaire. Monsieur Ferré, on va faire dans l'ordre, si ça vous va. Monsieur Ferré, on vous laisse commencer. Oui, bonjour. Donc, je suis le président du SPIDOM Velzone, un syndicat de collecte qui se situe au nord de Lille. Merci beaucoup. Monsieur... vas-y, Laurie. Très bien. Non, allez-y, Monsieur Devim, je vous laisse la parole. Moi, donc Jean Devim, je suis directeur de projet national chez Citeo. Et puis je commence à avoir une longue vie dans ce groupe, puisque j'étais chez Adelph pendant 14 ans et plus de 16 ans maintenant dans le groupe Citeo. Et donc moi c'est Laurie Picat, donc je suis responsable de compte chez Lixo. Donc c'est moi qui accompagne notamment nos clients sur la compréhension des données Lixo et qui fait les suivis de projet. Et pour terminer ce tour de table, François, donc moi François, je suis directeur commercial de chez Lixo depuis 2022. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir participer à ce webinaire aujourd'hui. Laurie, il me semble qu'il y a quelques consignes et conseils ensuite. Tout à fait. Du coup, ce webinaire va être interactif. Le but, c'est que tout le monde participe. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le webinaire à lever la main. Voilà, il y a marqué sur la slide ici comment lever la main. Si jamais aussi, on va avoir des sondages pendant le webinaire, des sondages, des quiz. N'hésitez pas à garder votre téléphone près de vous, notamment pour le sondage où on pourra... Enfin, plutôt un nuage de mots qu'on va faire en début de webinaire où vous allez devoir scanner un QR code. Donc, n'hésitez pas à garder votre téléphone près de vous. Et puis, pour les sondages et quiz, ça sera directement affiché sur l'écran de votre ordinateur. Donc, pas de souci, vous aurez juste à cliquer sur les réponses que vous souhaitez. Donc voilà. J'introduis également aussi un peu le but de ce webinaire, donc les objectifs de l'atelier. Donc premièrement, l'enjeu pour nous, ça va être de parler un petit peu de toutes les problématiques, de tous les enjeux liés à la collecte des points d'apport volontaires. Donc on va repasser un petit peu sur les enjeux. Donc il y a notamment le témoignage de M. Ferré, aussi de M. Devim. On va parler notamment aussi pas mal de sensibilisation, donc comment sensibiliser les usagers, donc toujours lié à cette collecte de PAV. On va parler aussi des solutions existantes, et évidemment pour avoir plus de connaissances sur la collecte en PAV. Donc on parlera d'IA évidemment. Et puis dernier point, ce webinaire encore une fois, et le but est vraiment qu'on échange, qu'on fasse un échange d'expérience. Donc n'hésitez pas à parfois, si vous voulez prendre la parole pour partager votre expérience, pour partager vos habitudes ou vos questionnements, il y a aucun problème. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Je te laisse prendre la parole, François. Oui, merci. Sachant que peut-être juste avant de présenter l'IXO, donc on s'est donné jusqu'à l'objectif est de pouvoir terminer aux alentours de midi, donc que tout le monde puisse avoir l'information. Là, l'idée, c'est de pouvoir du coup présenter l'IXO et ensuite le territoire du SMIDOM. En ce qui concerne l'IXO, donc l'IXO, c'est une entreprise française qui a été créée en 2019.
de 2019 à 2022, notre solution, dont on va vous parler plus longuement juste après, était plutôt installée dans les centres de tri, chez les recycleurs, les UVE. Depuis maintenant 2022, on s'est vraiment consacré à 100% sur la collecte des déchets et l'analyse de données lors de la collecte des déchets. Et aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs chez Lixo, basés à Paris. On travaille majoritairement en France, mais on a aussi des clients sur 9 pays. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 300 véhicules de collecte qui tournent avec notre solution, ce qui représente à peu près aux alentours de 85 000 bacs et colonnes qui sont collectés et analysés du coup, par jour par la solution. Sachant que du coup, approximativement, notre solution aujourd'hui couvre un peu plus de 5 millions d'habitants au total. Et en termes de tonnes de déchets, on a aux alentours de 2300 tonnes de déchets qui sont analysés par jour. Voilà un petit peu pour l'IXO. Monsieur Ferré, on vous laisse introduire aussi le territoire du SMIDOM. Il me semble que là, vous avez votre micro coupé. On vous laisse l'activer. Ouais, ok, merci. Donc, effectivement, nous sommes un syndicat qui a la compétence pour 2 communautés de communes qui représentent 33 communes, 45 000 habitants, une typologie d'habitat qu'on caractérise en mixte rural, c'est-à-dire moins de 15, autour de 15% de collectifs et très peu d'activités touristiques. Nous sommes en redevance incitative depuis 2016 et actuellement on est à un peu moins de 100 kg d'OMR par habitant et un coût aidé de 2023 de un peu moins de 80 €, 70,5 € TTC, ce qui effectivement est un coût par habitant assez bas par rapport aux autres collectivités qui sont pas en RI. On collecte 1639 tonnes, il manque un 1, donc 1639 tonnes d'emballage par an sur 116 paves et disons que la totalité des colonnes d'emballage c'est 226, donc il y a en moyenne 2 colonnes d'emballage par point d'apport volontaire. On reste à un taux de refus caractérisation légèrement au-dessus de 30%. Il avait baissé au moment de l'extension des consignes de tri, puisque disons qu'une partie des objets comme les pots de yaourt, etc., qui étaient avant considérés comme du refus, est passé en acceptation, mais disons qu'on reste particulièrement impacté par les ordures ménagères, le textile, les non vidés, enfin un certain nombre d'éléments qui font qu'on reste relativement élevé par rapport à d'autres collectivités. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ferré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être par rapport à la fréquence de collecte du coup de ces PAV? Oui, ils sont collectés tous 2 fois par semaine. Disons que par un camion équipé. Le lundi, mardi et le jeudi, vendredi, on utilise ce même camion collecteur, ce qui nous donne des renseignements sur les taux de refus en OMR pour collecter les points d'apport volontaire OMR le mercredi de la semaine. D'accord. Et en termes de déploiement du coup de ces PAV, comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez déjà d'ailleurs des projets d'en ajouter? Comment est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors oui, majoritairement les points d'apport volontaire emballage sur lesquels on collecte ont une localisation historique et qui est effectivement on s'aperçoit, disons que entre autres par l'analyse des résultats de l'IXO, qu'on devrait sans doute modifier, je crois que j'en parle un peu plus loin, modifier un certain nombre d'emplacements qui ne correspondent plus à ce qu'on souhaiterait avoir maintenant. D'accord, très bien. Bon, on en parlera plus tard, du coup, on reviendra sûrement sur ce sujet-là. J'avance un petit peu. Monsieur Devy, mais je vous en prie. Bien, donc bonjour à tous. La question ici, c'est l'état des lieux de la collecte PAV en France, hein, donc pour élargir un petit peu le propos au niveau national.
Donc, quelques chiffres clés sur l'évolution des PAV en France. C'est qu'aujourd'hui, on a 94% de la population qui est sur le flux historique, qui est le vert, hein, sachant qu'il n'y a pas de débat pour le vert. Hein, c'est vraiment l'apport volontaire qui est le moyen de collecte de ce flux très pondéreux. Et pour compléter, on en a à peu près la moitié de la population qui est concernée pour l'aspect tout ce qui est papier ou fibreux, et puis un tiers pour les légers. Voilà à peu près la répartition. Et je rajouterais qu'il y a aussi des conteneurs sur les OMR, pardon, sachant que quelques chiffres clés parmi les plus récents qu'on a pu récupérer, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire national, on recense, on fait le point régulièrement avec les collectivités, pas loin de 500 000 conteneurs qu'il y a sur le territoire, donc majoritairement aériens, mais il y en a quand même aussi enterrés, semi-enterrés, et plus récemment des conteneurs qu'on va baptiser de collecte latérale, hein, donc des conteneurs gros volume, mais avec des moyens de collecte différents. Ça fait une évolution de 44% par rapport à 2014, donc ce qui n'est pas une paille. Et puis, je terminerai sur ce premier aspect en disant que quand on parle d'apport volontaire, ce n'est pas tant une opposition, j'allais dire, de mode de collecte, hein, mais en tout cas, c'est de la collecte massifiée dans des conteneurs plutôt gros volume. Mais si on élargit un petit peu le débat, et M. Lassara avait parlé de bacs de regroupement ou de choses comme ça, c'est qu'il y a eu un gros développement de ces conteneurs en fait, en externalisant les locaux propreté des immeubles. Donc, on se retrouve avec des PAV qui peuvent être dédiés ou pas, mais qui sont dans des zones d'habitat collectif. Et ça fait partie des grosses évolutions qu'il y a pu y avoir aussi, je dirais, à l'échelle nationale, hein, de côté macro. Donc, s'il fallait retenir un chiffre, c'est pas loin de 500 000 conteneurs. La satisfaction, donc ça c'est un point clé sensible. Hein, je pense que ça reviendra dans le débat, mais si on ne s'arrête qu'aux articles médiatiques qui sont faits pour faire mal, on a trop souvent des articles sur les dépôts sauvages, le fait qu'on ne maîtrise pas, etc. Bon, il y a la partie immergée de l'iceberg qui est que quand l'apport volontaire est piloté, je veux dire, il y a moins de sujets. Et nous, on le voit notamment dans les appels à projets où on a des témoignages, par exemple, sur des problèmes qu'il y a pu y avoir, que ce soit avec les usagers ou avec des élus au démarrage, et où en fait, il y a une satisfaction qui s'exprime après. Après, il peut y avoir des cas, c'est comme tout, hein, rien n'est parfait. Sur les emballages légers et papier, il y a une maîtrise des coûts. Hein, ça, c'est toujours pareil dans les analyses macro. On se rend compte qu'on a un écart quand même qui est de l'ordre de 24%. Hein, c'est confirmé par les derniers chiffres qu'on a eus et qu'on est en train de mettre à jour, donc pour voir si ça se tasse, si ça reste stable, on verra. Deuxième volet rapide, c'est l'efficacité de la collecte. Donc là, les chiffres que je vous ai mis, c'est les chiffres qui sont issus du dernier bilan des AAP Collect, hein, puisque ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on accompagne des gros volumes d'appels à projets. D'ailleurs, M. Ferré est concerné par la dernière vague qui a été mise en œuvre. Donc, sur le vert, on a des écarts de 5 à 26%. Sur les légers, là, on l'a plutôt en valeur absolue, donc des écarts de plus 4 à plus 8 kilos par habitant par an, donc qui sont liés je dirais, à ce coup de booster qui est donné. Alors, sachant qu'il faut prendre toujours du recul par rapport à ce type de chiffre, parce que ça dépend du contexte, ça dépend de quel niveau on part au départ, hein, c'est-à-dire quel est le gisement résiduel dans les OMR au départ. Si c'est un tiers de la poubelle, c'est pas la même chose que si c'est la moitié de la poubelle qui est encore valorisable. Hein, donc ça, c'est des points importants. Et enfin, dernier point, les économies liées à la collecte de proximité, ça dépend effectivement de deux facteurs clés. Hein, ce n'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est les deux plus importants. C'est que, évidemment, si je mets un camion sur la route, plus vite il collectera les tonnes et plus il y aura de tonnes dans les conteneurs qu'il va collecter, mieux on se portera. Voilà. Donc, on va parler de taux de remplissage au moment du vidage et effectivement d'un critère qui est le nombre de tonnes par heure collectées sur une tournée de collecte. Ce sont des critères d'efficacité que l'on peut suivre par des moyens classiques ou d'autres moyens, on en reparlera après. Et enfin, dernier point, les résultats de collectivité. Bon, les deux exemples qui ont été pris, ce sont des exemples qu'on avait mis effectivement dans un document le premier document qu'on avait fait sur la collecte de proximité, donc en 2018, de mémoire, 2017-2018. Et on avait ces deux témoignages, donc qui sont sur des opérations qui sont quand même assez dédiées. Hein. Clermont, c'était sur de l'habitat collectif. La métropole de Lyon, c'était aussi une expérimentation qui avait été faite
faite, avec des résultats qui paraissent impressionnants. Et qui effectivement le sont sur ce petit territoire. L'enjeu, c'est de savoir comment je peux l'étendre, je dirais, la reproductibilité et l'élargissement sur des territoires plus larges, quoi. Voilà. Très bien. Bon, sachant qu'en plus, on avait l'exemple de Clermont et de Lyon qui sont plutôt des villes assez urbaines. Donc l'exemple du SMIDOM aujourd'hui est aussi hyper intéressant. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui sera aussi intéressant, c'est de dire, bon, là je veux dire, on focalise sur le levier, entre guillemets, apport volontaire, c'est-à-dire sur le mode de collecte. Il va de soi que dans beaucoup d'appels à projets que nous, on finance et que l'on suit, hein, sur le plan méthodologique et sur le plan des résultats, bah, le plus souvent, je dirais, dans la vraie vie, c'est du multilevier, quoi, hein. C'est-à-dire que si on fait en même temps, j'allais dire, alors surtout au moment où on a fait l'extension des consignes dont M. Ferré parlait tout à l'heure, c'est-à-dire si je cumule plusieurs leviers qui sont l'extension des consignes, la densification de mon parc, voire même le passage en TI, il est clair qu'on a un effet cumulatif de plusieurs leviers qui vont expliquer et que c'est difficile d'attribuer à l'un ou à l'autre tel type de choses. On essaye de le faire dans nos bilans, mais c'est pareil, toujours avec, je dirais, quelques points de vigilance à avoir quand on fait ce type d'analyse. Très vite sur les enjeux de la collecte en PAV, donc voilà, je vous les ai résumés ainsi. La qualité des points de collecte, Monsieur Ferré l'a illustré tout à l'heure. Alors, je dis bravo parce que Monsieur Ferré a donné des critères sur lesquels je rêve depuis 30 ans, que toutes les collectivités soient capables de donner le nombre d'adresses, le nombre de PAV, et le nombre de conteneurs. Et le fait, effectivement, de pouvoir doubler les conteneurs sur une adresse, c'est aussi un facteur de maîtrise des coûts qui peut, bien sûr, qui paraît évident, hein, puisque le camion peut passer peut-être moins souvent. Mais je dirais le constat, malheureusement, c'est que je l'avais fait sur le verre avec collectivement avec toutes les équipes d'éco-emballage à l'époque. Et effectivement, on a pu montrer qu'en milieu rural, je dirais, le doublage des points était effectivement plus important qu'en milieu urbain, ce qui est peut-être paraître une évidence, hein, liée à la place, mais en tout cas, c'est un critère de pilotage et c'est important de l'avoir. Donc, l'adresse, la visibilité, hein, le repérage par l'usager, la signalétique, la bonne couleur utilisée, la praticité, les accès, les ouvertures. Il y a tout un débat aussi sur les ouvertures des conteneurs avec l'extension des consignes. Le multiflux, là, c'est la notion de regroupement, hein, là aussi, M. Ferré l'a illustré, c'est-à-dire que quand on a en même temps le verre, le multimatériau et les OM à côté, c'est un facteur effectivement de systématisation du geste de tri important. L'intégration, donc c'est l'appropriation des PAV liés au cadre de vie, c'est-à-dire que on préfère un PAV qui soit joli et bien évidemment un PAV qui soit propre. Donc la propreté, c'est la propreté du conteneur, c'est la propreté des abords et c'est aussi le pilotage, je dirais, mais je crois qu'on aura suffisamment d'exemples autour de la table qui pourront beaucoup mieux en parler que moi. C'est comment je gère les dépôts sauvages, les abords, et puis il y a un moment donné où c'est pas un problème qui est lié à la gestion des déchets, c'est un problème qui est lié aux incivilités sur le territoire, quoi. Le pilotage des PAV, c'est un point important, on en reparlera aussi tout à l'heure. La mise en œuvre et le renforcement du réseau d'apport volontaire. Donc, c'est une notion de synchronisation des actions et de coordination des acteurs, hein, c'est-à-dire que poser un conteneur, et là aussi, les collectivités le savent beaucoup mieux que nous, c'est une coordination entre le génie civil, le collecteur au moment où il doit passer la première fois, faire attention à l'accessibilité du camion grue, etc. Je ne reviens pas sur tous ces détails. Un deuxième point important, c'est la notion d'apport volontaire en tant que service, c'est-à-dire que c'est l'appropriation et la satisfaction des usagers est liée à ça, c'est-à-dire liée au fait qu'il y a une cartographie qui est disponible sur le site internet, que quand il y a un conteneur qui est malheureusement déplacé ou un point qui est à neutraliser pour travaux, c'est bien d'en informer les usagers ou de mettre un petit panneau qui donne l'information sur le PAV le plus proche, par exemple. Et puis, dernier sujet, c'est le suivi des taux de remplissage. J'en ai parlé tout à l'heure, donc par conteneur, hein, qui peut se faire par des moyens classiques ou des moyens type sonde, etc. Et sur l'efficacité de la collecte, j'ai juste mis ce petit extrait du cahier de la collecte qu'on a publié au mois de décembre. C'est que quand on parle d'efficacité des PAV, enfin de la collecte en PAV, c'est aussi le camion de collecte et le type de conteneur qu'on a à collecter. Donc, je pense que ça illustre bien
ce petit graphique, et sans que ça soit, je dirais, une échelle de valeur. C'est pas ça la question, hein, puisque ça dépend du terrain, ça dépend du contexte. Mais en tout cas, la collecte latérale qui se développe là depuis un certain temps, ça permet effectivement de réduire drastiquement le temps de collecte. Les bacs de regroupement, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, ça se collecte assez rapidement, sachant qu'on a des camions qui sont mixtes maintenant, qui peuvent collecter à la fois des camions grues ou des bacs de regroupement sur des endroits où on n'a pas pu mettre de conteneurs. Et les conteneurs classiques, le temps de sécuriser le PAV, etc. Tout ça, c'est bien connu de tout le monde. C'est toujours 3, 5, 6 minutes de temps de collecte. Voilà. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Je ne sais pas si on a déjà des questions dans le chat, mais si vous pouvez en poser soit quelques-unes maintenant, soit plutôt en fin de session, sans problème. En attendant, alors on a ce premier petit sondage pour vous, participants. Donc, quelles sont vos problématiques récurrentes en matière de collecte des points d'apport volontaires? Donc, je vous invite à scanner le QR code qui se trouve sur cette diapositive et du coup à mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre qu'un seul mot, hein, vous pouvez mettre un ensemble de mots. Et si jamais vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas non plus du coup à lever la main. En attendant que les participants répondent, peut-être, Monsieur Ferré, est-ce que vous avez des petites choses à nous dire sur voilà, les problématiques que vous rencontrez du coup liées à la collecte des PAV? Oui, l'organisation logistique de la collecte des PAV, nous, c'est un camion on fait en régie sur un camion en location. La problématique reste que quand on regarde, je sais pas, on verra tout à l'heure sur les stats Lixo que vous communiquez, on peut analyser de manière assez fine, disons, que les raisons de taux de refus. Sur 100 refus, entre guillemets, sur 100 raisons de refus, il y a les refus qu'on pourrait considérer en sachant qu'on est un territoire en redevance incitative, des refus volontaires, des refus involontaires. Les refus involontaires, c'est dans les caractérisations, par exemple, les imbriqués et les non vidés, on peut estimer que les personnes n'ont pas bien compris qu'il fallait, les produits ne devaient pas être imbriqués, et en plus, quand on collecte et nous, une tournée, ça fait un peu autour de 4 tonnes d'emballage, et bien effectivement, dans la compression, ça peut s'imbriquer naturellement, etc. Par contre, il y a les 2/3 des taux de refus sont ce que nous, on considère des refus volontaires, c'est des gens qui mettent des couches, des gens qui mettent des litières pour chat, des gens qui mettent des disques de voiture, des gens qui mettent du matériel de litière, de tout, il y a de tout. Et ça, c'est vraiment un gros problème, puisque disons que ça nous coûte, nous, on estime à peu près pour notre collectivité 300 000 € par an. Enfin, alors, on ne peut pas être à zéro de taux de refus, ça c'est sûr, mais disons qu'on a sur une collectivité de 45 000 habitants, disons, des possibilités, disons, importantes de gains et de réduction de ce coût que l'ensemble des habitants supportent, puisque, disons, forcément, dans le coût dans la facture de la redevance incitative, ça arrive à représenter, disons, que pas loin de 6-7%. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et selon les zones, peut-être où sont placés les PAV, est-ce que vous voyez des différences en termes de qualité de tri? Ça a été une grande, un des résultats les plus intéressants d'utilisation de Lixo, d'où on a Lixo depuis opérationnel un peu plus d'1 an, c'est qu'on a catégorisé les points d'apport volontaires en fonction de situer une route de passage à l'écart des routes de passage, à côté d'une borne textile, à côté d'une borne d'apport volontaire OMR. Et par exemple, de manière très curieuse, on a vu que les points d'apport volontaire qui étaient à côté d'une borne d'apport volontaire OMR avaient en général un taux de refus inférieur aux autres. On a que
les points d'apport volontaires situés sur des routes de passage un peu à l'écart des habitants, etc., avaient aussi des taux de refus beaucoup plus importants que là où c'était sous la surveillance d'une mairie, par exemple, et un peu à l'écart des axes de circulation. Et c'est ça, pour l'instant, la valeur ajoutée la plus facile en fonction de la situation, de la localisation du point d'apport volontaire, de caractériser ce refus. Le problème, c'est que derrière, quand ils sont pas bien, quand on a déterminé qu'ils n'étaient pas bien situés, il faut les déplacer. Et là, ça devient un problème beaucoup plus compliqué puisque ça met en cause les mairies, l'emplacement, trouver d'autres emplacements, l'acceptation, disons, de la nouvelle localisation. Et ça, c'est un travail de longue haleine. D'accord. Alors, je vois dans les réponses, alors la compréhension des consignes de tri, donc ça, on en a un petit peu parlé. Stationnement devant les PAV. Vous avez ce problème-là, vous, M. Ferret, sur les stationnements devant les PAV? Bon, j'imagine que ça doit arriver, mais… Non, pas trop. Enfin, c'est pas, je ne sais pas ce que ça veut dire stationnement devant les PAV, si les gens peuvent stationner ou pas stationner. C'est vrai que il y a quand même une proportion importante de dépôts dans les PAV qui sont faits à partir de voitures. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit, c'est que petit à petit, les gens intègrent le dépôt des emballages dans leur circulation quotidienne en voiture. Donc, je pense que le taux de dépôt piéton par rapport au taux de dépôt de voiture doit être relativement faible. Mais ça, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas fait de stats là-dessus. D'accord, ok. Ensuite, je vois tri mal effectué en milieu urbain, le bruit. Ok, accès PMR, commune, des dépôts, donc les dépôts sauvages, je suppose. Problème de débordement avec le prestataire. Je ne sais pas si, Monsieur Devim, vous avez il y a certains mots qui vous parlent, qui résonnent. Bah, oui, quitte à anticiper sur ce qu'on dira tout à l'heure sur les moyens de contrôle, mais il va de soi que piloter, et encore une fois, je bois les paroles de M. Ferré, c'est-à-dire que surveiller son parc, analyser, utiliser, je dirais, les déplacements des agents pour peut-être avoir juste une observation rapide, mais le problème, c'est de le capitaliser derrière, c'est-à-dire de se donner les moyens de l'analyse et les moyens de l'amélioration continue, c'est-à-dire soit action corrective, soit moyen d'amélioration continue. Il y a un sujet sensible que je viens d'entendre, c'est effectivement l'implication des communes, c'est-à-dire que des choses qu'on a pu entendre ou qu'on a pu relever, et j'en fais pas du tout une généralité, bien évidemment, mais c'est clair que quand on entend quelqu'un qui dit bah oui, de toute façon, c'est le syndicat qui s'en occupe, j'ai envie de dire oui, c'est peut-être le syndicat qui s'en occupe, mais n'empêche que les résultats que le syndicat affichera, ça dépend de l'implication, je dirais, sur tous les maillons. Et le maillon, il commence à l'usager, il passe par les relais sur le terrain de la commune, il passe par la communauté ou le SMIDOM, etc. Il va jusqu'au Citréval, qui est le syndicat qui chapeaute différentes collectivités, Et tous les maillons sont importants. Et encore, je ne cite pas, et encore une fois, j'anticipe la diapo, puisque je sais qu'il y en a qui sont présents dans les participants. Quel est le dialogue, les points d'analyse, les points de convergence réguliers avec son prestataire, Monsieur Ferré parlait des imbriqués dans le camion. C'est vrai que le taux de compaction dans le camion, il est important parce que c'est un moyen d'optimiser justement le circuit de collecte, de pouvoir avoir plus de tonnes. Après, il faut juste vérifier que, mais ça, nous, on avait fait une étude là-dessus qui, a priori, était plutôt rassurante, mais c'est jusqu'au centre de tri que vérifier que ce taux de compaction ne dégrade pas la qualité finale. Enfin, voilà. Tous les maillons sont importants. Voilà. Essentiels, j'ai même envie de dire. Très bien. Merci. Merci. On a pas mal d'autres problématiques qui ont été données. Je pense qu'on peut peut-être encore répondre à apporter des éléments sur une ou deux. Je pense que de côté Lixo, on aura aussi vocation à regrouper les problématiques et peut-être faire un document avec quelques éléments et réponses. Là, moi, ce que je vois, il y a aussi donc il y a des trucs très spécifiques comme le textile dans les emballages ou même la compréhension des consignes de tri. Je ne sais pas si M. Ferré ou M. Devim, si vous avez des éléments de réponse, notamment sur peut-être la compréhension des consignes de tri spécifiquement pour les PAV. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager? Alors, bien évidemment, le textile, les OMR,
parfois, il y a une difficulté de compréhension. Qu'est-ce qu'un emballage? C'est vrai que parfois, bon, mais je pense que les textiles, enfin le textile sanitaire, hein, nous, dans nos caractérisations, textile sanitaire, ça représente 20% des taux de refus. Alors, il faut bien s'entendre sur un certain nombre de choses. Quand nous, on a des taux de refus, caractérisation élevés, c'est pas tout à fait que comme le taux de contamination. Je ne sais pas si tous ceux qui connaissent l'IXO suivent les résultats de l'IXO. Le taux de contamination, il évolue et il est en fonction du nombre de fois où l'IA va, disons, déterminer quand la benne est vidée le nombre d'objets qui ne devraient pas y être, etc. Après, disons qu'il faut bien voir que nous, on a des taux de refus relativement élevés parce qu'en fait, ce qu'on trouve, les taux de refus, c'est au poids et ne sont pas en pourcentage de volume. Et bien évidemment, les OMR ou les textiles sanitaires ont un poids naturel plus lourd que l'emballage d'un yaourt, comme ça. Après, je ne sais pas si moi je parle après de l'efficacité du système. C'est vrai que l'IXO permet de suivre de manière assez étonnante les tournées et ce qui se passe. Enfin, disons que je ne sais pas si Laurie ou François en parle après du système l'IXO, mais c'est assez remarquable. Je dois dire que c'est assez remarquable. Merci On est touché. Super. Je pense que du coup, vu le temps, on va avancer. On centralisera peut-être les problématiques et on apportera des réponses ou des indications ensuite sur ce. Merci en tout cas pour vos réponses pour les participants. On avance, je te laisse la main, François. Ouais. Alors, pour un sujet qui est un peu lié à ce qu'on vient de dire sur les erreurs de tri, la contamination, le poids, etc. Chez l'IXO, il y a quelques mois, on s'est attelé à travailler sur finalement quel est le coût en fait, des erreurs de tri annuellement. Donc, on a effectué un petit schéma de calcul. On s'est basé notamment sur pas mal de données nationales de Citeo, mais aussi de l'ADEME. Très rapidement, en fait, en prenant en compte finalement d'un côté en fait le coût des valorisables dans les OMR et notamment donc le coût de traitement, mais aussi derrière le manque à gagner que ça représente via forcément du coup le soutien REP et la revente matière, mais aussi en fait le coût des refus en collecte sélective et potentiellement aussi en biodéchets. Finalement, avec toutes les données qu'on a pu rassembler, si on regarde pour une collectivité d'à peu près 100 000 habitants, finalement, une collectivité qui respecterait un peu les données nationales en termes de volume, de taux d'erreur, on arrive finalement à un coût annuel des erreurs de tri qui avoisinerait les 1,5 million d'euros. Donc, je le répète, il y a aussi le manque à gagner qui est inclus là-dedans. Et finalement, côté l'IXO, quand on échange avec nos partenaires et les collectivités, finalement, on a un peu de mal à estimer annuellement ce coût des erreurs de tri en prenant en compte le manque à gagner. Donc, c'est ce que permet de faire ce simulateur qui est d'ailleurs disponible en ligne sur notre site. Mais ça permet de mettre vraiment ce coût annuel au regard des budgets qui sont disponibles et vraiment de pouvoir se dire, OK, il va falloir que je mette en place des outils, des actions pour venir réduire ce coût. Donc, on aura l'occasion plus tard d'en discuter avec ceux qui sont intéressés là-dessus. On passe rapidement au sondage. Du coup, vous allez avoir des petites questions ici et vous allez pouvoir répondre directement dans le chat à ces questions-là. Donc, la première, c'est menez-vous des actions de sensibilisation. Donc, vous pouvez répondre régulièrement, de temps à autre, rarement ou jamais, pour qu'on voit un petit peu les tendances qui se créent du coup dans vos réponses. Je vérifie si vous avez bien… Oui, voilà. Normalement, vous devriez pouvoir… vous voyez la question en face de vous et vous pouvez répondre et soumettre votre vote.
On a pour l'instant 22 votes sur les 37 participants. Peut-être on se laisse encore quelques secondes. Ouais. Dans le Alors, je chat. n'ai pas les résultats en live, François. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les tendances Ouais. qui ressortent un petit peu? Alors, il y a aussi des gens qui ont répondu directement dans Oui, le j'ai vu. dans le chat. Donc, ce qui ressort de cette première question donc, sur les actions de sensibilisation, donc avec 48% des réponses, il s'agit de régulièrement. Donc, régulièrement, les collectivités, en tout cas les participants à ce sondage, mènent des actions de sensibilisation. On a ensuite de temps à autre, finalement, avec 33% des réponses, puis rarement et jamais. Donc, finalement, ce sont vraiment les deux premières réponses qui sont les plus données. Donc, sur régulièrement et de temps à autre, vous menez des actions de sensibilisation. Ce qui est Pas mal d'actions alors. On va creuser un petit peu du coup. Je passe à la deuxième question. Donc, cette deuxième question, c'est avez-vous la compétence sensibilisation et donc, est-ce qu'elle est faite par vous ou par un prestataire? Donc, pareil, on vous laisse répondre via le chat, enfin via la question qui s'affiche normalement sur votre écran. D'ailleurs, Monsieur Ferré, est-ce que vous avez déjà eu recours à un prestataire peut-être pour faire des actions de sensibilisation ou pas forcément? Non, on fait tout nous-mêmes. D'accord. Ouais. C'est compliqué. La sensibilisation voudrait qu'on fasse du terrain plus. Mais pour contacter chaque personne, enfin, disons que le coût contact serait sans doute trop élevé. Donc, nous, on ne mène pas des actions de sensibilisation en porte-à-porte parce que ça devient horriblement cher. Enfin, disons, on essaie de trouver des moyens d'avoir une communication, mais qui touche bien la cible et qui soit abordable au niveau des coûts. Je rappelle, dès qu'on est en redevance incitative, l'ensemble des questions de coûts est beaucoup plus importante que quand on est en tome, puisqu'en fait, quand on est en tome, ça disparaît un peu dans les impôts fonciers, etc. Donc, les habitants sont beaucoup moins sensibles. Super. Donc, sur cette question de compétences de sensibilisation, très largement, vous avez répondu sans prestataire, donc, comme M. Ferré vient de le dire. En effet, ça permet aussi d'avoir la main sur cette sensibilisation. Côté Lixo, on aura aussi l'occasion d'en reparler, mais on a la capacité de pouvoir accompagner sur cette sensibilisation grâce aux données, que ce soit sans prestataire ou avec un prestataire, et de pouvoir justement capitaliser sur les actions qui sont les plus rémunératrices en termes d'impact, et notamment pour pouvoir capitaliser vraiment sur celles qui fonctionnent le mieux. Donc, très bien pour cette question. Il me semble qu'on en a une dernière à montrer. Avant la dernière question, on a un petit point du coup par Monsieur Devine par rapport aux solutions du coup actuelles qui existent justement pour faire cette sensibilisation. Exact. Bon, donc je reprends la main, sachant qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, donc ça devrait être assez rapide. Donc la question qui a été posée, c'est quelles sont les solutions actuelles qui existent? C'est-à-dire, les caméras n'existent pas, comment on fait sur ces 500 000 conteneurs dont je vous parlais tout à l'heure sur le territoire? Donc là, pareil, j'ai essayé de résumer un petit peu je dirais, ce qui nous paraît, nous, les points clés. Donc encore une fois, c'est un point de vue qu'il faut croiser et qu'il faut vraiment aussi confronter à la réalité du terrain, qui est unique et spécifique sur chacune des collectivités. Mais je dirais les trois axes qui nous paraissent prioritaires, nous, c'est évidemment communiquer avec les usagers, on vient de le dire, avec les limites que M. Ferré vient de dire, c'est-à-dire que nous, on parle beaucoup d'indispensable de la communication.
Donc c'est le mémo-tri, c'est le guide du tri, c'est effectivement clarifier toujours les consignes de tri. Je donnerai qu'un seul exemple qui est un peu un contre-exemple. Moi, je suis en proche banlieue parisienne, je suis à 15 km du centre-ville, mais de Paris, je suis quand même dans de l'habitat urbain dense. Et je dirais les consignes de tri, malheureusement, le stickage n'est toujours pas à jour avec l'extension des consignes. Je ne citerai pas de nom, mais rien que ça, je veux dire, on ne peut pas demander à l'habitant de faire le geste qu'il faut si le sticker n'est pas bon, s'il est à moitié arraché, enfin, etc. Donc c'est une évidence, mais c'est important de le rappeler. Et c'est pareil sur les PAV. Je veux dire, je parlais tout à l'heure de propreté, de lisibilité. Il est évident que si on ne veille pas sur ce point-là, alors ça coûte effectivement de l'argent, ça rentre dans le budget, mais normalement, il devrait y avoir un retour sur investissement au travers effectivement du fait que ça devrait faciliter le geste de tri. Donc c'est les stickers, c'est le code couleur, c'est le mémo-tri, comme je viens de le dire. Et puis, ce sont les actions de terrain. Alors, M. Ferré, tout à l'heure, disait, oui, mais il faut faire attention parce que si on veut toucher chaque usager, donc il est clair qu'on va vers quelque chose qui est plus ciblé, quoi. Et j'ai presque envie de dire, comme on ne peut pas isoler le geste de tri dans un conteneur, évidemment, dans un PAV, je veux dire, on peut travailler sur une zone de chalandise. On peut imaginer que le PAV est à 80% utilisé par des gens qui sont dans un rayon géographique concerné. Donc, effectivement, ça peut être soit des animations pied de PAV, ça peut être refaire un article dans le bulletin municipal. Enfin, tous les moyens sont bons. Et évidemment, le site internet aussi sur lequel on peut passer des messages. C'est un point important. Le deuxième point clé, c'est l'interaction avec les différents acteurs. Je l'ai juste évoqué tout à l'heure quand vous m'avez posé la question. Là, je dirais, c'est l'idéal qui est mis là, l'idéal en tenant compte de ce qui existe sur le terrain. Donc, c'est des observations qui peuvent être faites. Et moi, je sais que dans un passé qui n'est peut-être pas forcément récent, mais j'avais entendu parler de collectivités où chaque commune était responsabilisée dans la surveillance du taux de remplissage, par exemple, ou des choses comme ça, par des moyens classiques, simplement un petit coup d'observation. On pourrait même rêver qu'avec un coup d'œil sur le conteneur à moitié rempli, on soit capable de dire, a priori, la qualité du flux est moyenne, enfin, elle est déficiente, bonne ou très bonne, j'en sais rien. Enfin, on peut imaginer une échelle de qualité qu'on pourrait idéalement stocker dans une base d'observation. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure pour le cas du SMIDOM. C'est l'observation des intervenants. Il y a quand même des gens qui passent sur les PAV pour les nettoyer. Il y a le collecteur qui passe. Alors, on ne peut pas leur demander de devenir des enquêteurs, c'est pas ça la question, mais on peut aussi recueillir des informations précieuses à cette occasion-là. Et c'est le process de suivi de tournée, c'est-à-dire que, alors ça se fait très régulièrement dans le cas du porte-à-porte avec des bacs, mais on pourrait imaginer, ça doit se faire, et peut-être que ça se fait dans les collectivités qui écoutent, c'est à un moment donné de cibler quelques tournées représentatives avec le taux de remplissage au moment où je collecte, au moment du vidage, et avec une caractérisation systématique derrière qui permet au moins d'avoir une appréciation du taux de refus dans ce conteneur par rapport, ça a été évoqué aussi tout à l'heure au travers de ce qu'on appelle les involontaires et les volontaires, et c'est une approche intéressante. Et puis le dernier point clé, j'ai envie de dire, c'est comment je gère ma donnée et comment je la gère dans le temps. Et ça, c'est une observation, je dirais, c'est un petit rapport d'étonnement que je tiens à faire. Et moi, à l'époque, je ne sais pas si la personne de Mineris, j'avais repéré qu'il y avait quelqu'un de Mineris qui était éventuellement autour de la table. Mais dans le cas du verre, qui est un cas historique, je sais que les collectivités avaient tous les taux de remplissage à l'observation visuelle, etc., et très peu l'utilisaient, quoi. Et ce qui est dommage. Donc, cette notion de pérennisation, d'analyse régulière, de partage des données, des analyses pour faire des améliorations du process, et ensuite de pérenniser la capitalisation des données et de faire le lien avec les résultats. Les résultats, c'est le taux de refus, c'est les kilos par habitant triés, et c'est les euros par tonne triée, quoi. Voilà. Merci, Monsieur Devim. On passe du coup à la prochaine question. Donc, quelles sont donc les méthodes de sensibilisation qui est, selon vous, la plus efficace pour améliorer la qualité du tri
en PAV. Donc, soit distribution de dépliants dans les boîtes aux lettres, intervention dans les écoles locales, mise en place de campagnes digitales ciblées, stand informatif organisé près des PAV, ou est-ce que vous mettez peut-être des cravates, bonnets ou chaussettes, étiquettes. Voilà, il y a plein d'appellations pour ce genre de choses sur les PAV directement. On vous laisse répondre encore une fois sur votre écran et on va voir qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qui ressort le plus. Alors, tac, Laurie, on n'a pas l'écran là pour cocher. Alors, il doit être sur le petit onglet sondage à droite. Normalement, ça a dû s'afficher. Ouais, moi, je ne le vois pas non plus. Ah ouais, tout à fait. Onglet sondage à droite de votre écran. Ouais. Ça est pas mal. En attendant les quelques réponses, simplement, donc on va essayer d'aller assez vite sur la fin du webinaire. Je vois le temps qui passe, potentiellement pour aussi répondre à une ou deux questions si on a le temps. Mais voilà, on prenne trop de temps. On a 18 votes, bon, encore une dizaine de secondes. Bon, je ne vois pas de vote supplémentaire, donc je pense que c'est bon. Et donc, sur cette question, selon vous, quelle méthode de sensibilisation est la plus efficace pour améliorer la qualité du tri sur le point d'apport volontaire? Les deux premières réponses qui sortent sont cravate, bonnet, chaussettes, étiquettes et les stands informatifs organisés près des PAV. Et ensuite, on a deux réponses qui arrivent avec le même nombre de votes, qui sont distribution des dépliants dans les boîtes aux lettres et intervention dans les écoles locales. Voilà, mais donc la réponse la plus donnée étant du coup les étiquettes, cravates, bonnets, etc. Est-ce que ça... On va en reparler, je pense, avec M. Ferré, qui, je pense, a ce genre de méthode aussi sur son territoire, si je ne me trompe pas. Hein. Ah, on ne vous entend plus, M. Ferré. On avait un slide, non? Oui, tout à fait. Juste après celle-là, du coup, juste après l'intervention de François. D'accord. Voilà. Très rapidement, hein, pour vous expliquer, on a eu la question tout à l'heure de comment fonctionnait la solution. Donc, pour faire assez court, donc l'IXO, nous, on va venir dans un premier temps équiper les camions de collecte et donc là, les bommes grues qui font la collecte de points d'apport volontaire. Notre solution et l'équipement qui est au sein du camion va effectuer une prise d'image, donc à peu près 8 images par seconde pendant tout le déversement des déchets dans la trémie. Grâce à l'intelligence artificielle qui tourne sur de l'informatique embarquée au niveau du véhicule, on va ensuite identifier et caractériser l'ensemble des objets et déchets qui sont collectés et qui, du coup, arrivent dans cette trémie. Et en fonction du flux qui est collecté, sachant que la détection du flux se fait automatiquement côté l'IXO, en fonction du flux, on vient, du coup, caractériser directement la présence d'erreurs de tri, de contaminants, de déchets dangereux. Donc, tout ça se fait au niveau du véhicule. Et ensuite, on envoie, grâce à une antenne GPS et réseau, toutes ces données sous forme d'indicateurs et de fonctionnalités sur notre plateforme digitale qui est du coup utilisée par nos clients et partenaires pour suivre l'évolution des performances de collecte, l'évolution de la contamination et de cartographier finalement la qualité du tri. Et très rapidement, vous le voyez ici à l'écran, la solution peut s'adapter vraiment aux différents environnements de collecte, que ce soit sur les modes porte-à-porte ou point d'apport volontaire. Hein. La solution fonctionne sur les différents types de tournées, OMR, CS, biodéchets, verre, déchets verts, carton. On fait même aussi du DIB maintenant, sur les différents types de bombes aussi. Et on a aujourd'hui près de 40-45 types de déchets qui sont détectés par la solution, qu'on regroupe dans une quinzaine de catégories. Et en ce moment même, vous l'avez peut-être vu sur nos communications,
on a un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui nous permet de monter même jusqu'à 90-100 types de déchets différents qui sont détectés par la solution, ce qui va nous permettre de vraiment caractériser près de 95-98% de la trémie systématiquement. Voilà un petit peu pour la partie LIXO. On a mis quelques exemples aussi dans le cadre de la collecte en PAV, quelques images pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, on a un exemple ici. Je crois que j'ai plusieurs photos, voilà, ici. Donc rapidement, voilà, quelques détections. Là, on voit un beau déversement du coup de colonnes. On voit qu'on est en pleine action. On voit quelques exemples. Monsieur Ferré, je vous laisse prendre la main pour parler un petit peu du déploiement fait sur le Smith & Wesson. Oui, donc on a mis le système était opérationnel en janvier. L'installation se passe très bien. Enfin, une équipe, c'est pas très compliqué. Il faut se méfier un peu des éclairages. On a eu au début des problèmes d'éclairage parce que comme on collecte quand même une partie de la nuit, le matin, etc., ça éblouissait soit le chauffeur quand il faisait ses manipulations, soit les véhicules qui passaient. Donc, on a été obligé de modifier un peu l'éclairage. Après, on a fait une réunion où l'équipe Lixo est descendue. Je ne sais pas si… non, Laurie n'était pas là, c'était Marine. C'était Marine, je pense, ouais. Marine qui n'est pas là, était venue présenter lors d'un comité syndical à l'ensemble des délégués de manière à ce de les sensibiliser, et on leur avait mis à disposition une interface pour leur commune. Pour qu'ils puissent, disons qu'éventuellement, suivre le taux de, c'est quand même pas très compliqué, suivre sur leur commune leur taux de contamination. Et en plus, on a mis en place un service civique un peu plus tard pour justement collecter, analyser l'ensemble des données qui reviennent. Et justement, c'était sur la caractérisation de chaque point de PAV en fonction de son environnement. Voilà. En plus, donc, on a communiqué, nous, on fait une lettre de la sobriété 3 fois par an. Donc, à chaque fois, on a communiqué là-dessus, sur la mise en place et sur le coût des taux de refus. Voilà. Là, c'était en septembre, etc. La suivante. Ah, pardon. J'arrive, hop, voilà. Voilà. Donc, le point le plus intéressant, c'est justement, c'était tous les résultats de la caractérisation des points d'apport volontaires. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le taux était plus faible si le PAV était en dehors d'un axe de circulation, s'il y avait une borne d'apport volontaire OMR à proximité, s'il était, entre guillemets, réservé aux habitants, c'est-à-dire qu'il se trouvait non dans un quartier, mais disons que non pas sur un axe principal ou en pleine nature, parce qu'on avait des points d'apport volontaires qui étaient au milieu de nulle part. Donc, ce qu'on disait, c'est que bon, il faut modifier ces emplacements et il faut négocier avec les communes. Ce qu'on n'a pas réussi, c'est à mobiliser les délégués syndicaux. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que l'amélioration du taux de refus ou la baisse du taux de refus vient d'une coopération entre la commune et les gens qui vivent la commune et les habitants de la commune, et puis disons que les données qu'on leur donne. Et là, même ils avaient la main, et c'est pas très compliqué, mais en fait très peu se sont servis de ce moyen. Donc là, on a sans doute un progrès d'accompagnement avec chaque commune, disons que sur communiquer régulièrement, que ça devient un problème de la commune et non pas quelque chose qui vient d'une collectivité qui est un peu au-dessus, qui, bon, d'accord, ça coûte, mais bon, voilà, ça c'est un problème. Alors, on a, de notre côté, on a dit, on a publicisé, entre guillemets, il y a une erreur du taux de collecte, ça peut vous coûter 150 € par erreur de collecte, mais bien évidemment, prendre quelqu'un, disons que sur le fait, sur un taux je mets une couche dans la colonne emballage, bon, voilà, c'est un outil, mais disons qu'on peut difficilement utiliser. Donc, on a une collectivité avait fait la campagne Mal trié, ça coûte bonbon. Je crois que c'était Belfort ou Besançon. Belfort, ouais. Bon, voilà, on a mis ça. On avait sélectionné les points d'apport volontaires qui avaient le taux de contamination le plus élevé. Donc, bon, voilà, ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant. Voilà.
Le thermomètre est magnifique, mais par contre, le remède n'est pas toujours aussi facile à mettre en place. C'est ça, le pharmacien ne donne pas directement le bon médicament. Mais bon, on ne désespère pas de. Alors, en plus, on a notre vécu avec l'équipe de l'IXO, c'est quand même, c'est sympa. Et les résultats sont faciles à accéder, l'application est facile à suivre. Et en plus, et ça c'est un sous-produit qu'on n'avait pas imaginé, on peut suivre la collecte de manière vous pouvez suivre votre équipage, vous n'avez plus besoin d'avoir un truc compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, comme François disait tout à l'heure, les résultats, on les a, c'est-à-dire que moi, je peux regarder quelle colonne a été collectée il y a 10 minutes, dans quelle colonne. Et ça, c'est assez étonnant. Voilà. L'intelligence artificielle ne sait pas tout. Et donc, on a des produits qu'on essaye de lui apprendre. Un cintre, c'est aussi quelque chose qui n'est pas bien. Enfin, il y a des choses comme ça qu'il faut que l'intelligence artificielle apprenne. Voilà un peu notre vécu jusqu'à présent. Merci Monsieur Ferré. Notre objectif, c'est aussi de continuer de faire évoluer nos modèles et les capacités de détection. Donc, on vient répondre à énormément de ces questions-là grâce à ce nouveau modèle qui sort du coup en ce moment. Mais voilà, ce sera une amélioration continue. Quoi qu'il arrive, c'est grâce aux remontées terrain. Donc, on vous remercie pour ça. J'avance un petit peu. François, je te laisse. Ouais, rapidement, voilà, on nous pose souvent la question, est-ce que vous avez des résultats concrets? Là, vous avez vous avez des exemples à l'écran sur 2 territoires, donc la communauté de communes de Pays de Lure et Toulouse Métropole. Donc, Toulouse Métropole qui était aussi un projet où Citeo était accompagné sur ce projet-là. Donc finalement, en fait, on est allé un petit peu plus loin sur l'analyse des impacts de campagnes de sensibilisation qui ont été faites sur ces 2 territoires-là grâce aux données d'IXO, donc en comparaison forcément à des zones témoins. Donc on a observé des très belles réductions, que ce soit sur le score de contamination, donc qui comprend l'impact et la gravité des erreurs de tri. Donc, on a moins 45% sur la contamination sur le Pays de Lure, moins 54% sur Toulouse. On a aussi une belle réduction sur le nombre d'erreurs de tri, finalement, donc avec moins 23% sur Pays de Lure, moins 13% sur Toulouse Métropole. Et grâce, du coup, au simulateur dont on a parlé un petit peu précédemment, si à l'échelle du territoire, ça peut représenter finalement des économies relativement conséquentes sur un territoire comme Pays de Lure qui est relativement plus petit que Toulouse et plus rural. Et voilà, Toulouse Métropole, étant donné la taille de la ville, on est sur des économies potentielles qui peuvent aller vraiment relativement haut. Voilà un petit peu pour cette partie-là. On aura l'occasion d'aller un peu plus loin ensuite. Sur ce sujet, du coup, François, tu pourras peut-être en parler mieux que moi, mais du coup, on a un prochain webinaire aussi qui parlera justement plus précisément du cas qu'on a eu avec Grand Calais, où on a fait ce travail aussi. Donc voilà, ce sera le 26 juin, donc n'hésitez pas aussi je pense qu'on va communiquer dessus. Je ne sais plus si on a commencé ou pas, mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour ce prochain webinaire. On avait prévu un quiz, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire parce que je pense que ce serait bien qu'on laisse aussi les participants poser des questions. Donc, je pense qu'on pourra l'envoyer un peu plus tard. Donc, je propose qu'on passe un petit peu de temps sur le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des questions posées. J'ai répondu à quelques questions sur le chat. Peut-être si des gens veulent donc à nouveau lever la main. Donc vous prendre la parole, oui, tout à fait. Ouais, prendre la parole directement pour s'adresser, que ce soit à M. Ferré, M. Devim ou à l'équipe Lixo. N'hésitez pas à cliquer sur réagir et lever la main. Il y a aussi des questions qui arrivent sur le chat. J'en ai répondu à quelques-unes. Je réponds sur la partie, alors sur les différents types de polyéthylène. On a donc par exemple les films, on a en effet dans ce nouveau modèle d'intelligence artificielle des catégories films classiques, etc. Donc on pourra aller un peu plus loin avec des types de déchets qui rentrent
dans cette catégorie film plastique. Sur les différents types exactement après de matières, on n'ira certainement peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, on a en effet des catégories de déchets film plastique qui sont disponibles. On a une question sur les déchets professionnels. En effet, depuis maintenant quelques mois, on a de plus en plus de projets sur la partie collecte entreprise et professionnelle. On se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins aussi là-dessus. Il y a une énorme contamination et il y a beaucoup d'actions à mener avec un retour sur investissement qui peut être extrêmement rapide lorsqu'on identifie les professionnels qui ont tendance à contaminer énormément les bacs et les colonnes qui sont mises à disposition. On a une question aussi. Avez-vous constaté une baisse de récupération des déchets suite à mal trier sa coupe de bonbons sur votre territoire, du coup, Monsieur Ferré, et de ce fait, une augmentation d'ordures ménagères? Je ne sais pas si vous avez des résultats précis sur ce sujet. Pas de résultats précis à donner là-dessus. D'accord. Et concernant le mauvais tri dans le PAV, est-ce qu'il faudrait des ressources humaines supplémentaires pour sensibiliser les usagers? Je pense qu'il y a plusieurs réponses là-dessus. Nous, l'objectif de l'IXO, c'est côté client et partenaire de ne pas avoir à recruter plus de ressources. L'objectif, c'est avec ISO Ressources finalement d'optimiser les campagnes de sensibilisation, toutes les actions en fait qui sont mises en place, d'optimiser aussi le message, puisque grâce à la localisation des erreurs de tri, on sait très précisément finalement dans quel quartier, dans quelle rue et même dans quel point de collecte et du coup vers quelle borne de point d'apport volontaire, quelles sont les erreurs les plus récurrentes, donc de pouvoir vraiment cibler au mieux le message pour vraiment appuyer sur ce qui est le plus récurrent. Donc non, pas vraiment besoin de ressources supplémentaires pour sensibiliser. L'objectif, c'est vraiment de mieux faire et d'optimiser. Donc, je vois qu'il est 12h04. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En attendant de voir s'il y a une question qui est posée, je pense que Laurie et moi, on voulait bien évidemment remercier déjà tous les participants, mais aussi et encore plus nos intervenants, donc Monsieur Ferré, Monsieur Devim, merci énormément pour votre temps et votre implication aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles questions. Ok. Si. Non, pas de nouvelles questions. De toute façon, on reste nous disponibles forcément pour répondre aux différentes questions. Vous avez, je crois, le contact de Laurie qui est sur la dernière Oui, slide. tout à fait. Voilà. Ici même. Merci encore à tout le monde. Je ne sais pas si Monsieur Ferré, Monsieur Devim, vous vouliez ajouter quelque chose. N'hésitez pas si c'est le cas. Non, c'est bon. Je crois que la clé, c'est le terrain avec la commune. Enfin, ça passe par la commune qui doit communiquer, informer le résultat, etc. Je crois que c'est la clé qu'il faut agir. Mais bon, après, la disponibilité de la commune n'est pas toujours évidente. Hein, ils ont beaucoup de travail aussi. Merci beaucoup. Monsieur Devim, un mot peut-être ou Oui, je rajouterai un mot rapidement. Je ne peux qu'adhérer à ce que vient de dire Monsieur Ferré. Hein. C'est le premier maillon, c'est la commune, hein, c'est l'usager. Et au nom de Citeo, je dirais simplement que je dirais l'usager ou l'habitant de Monsieur Ferré, c'est aussi le contributeur chez nous, hein, parce que je dirais la responsabilité du consommateur, c'est ce que nous sommes relais de cette responsabilité du consommateur, hein, puisque chacun d'entre nous, dans nos actes d'achat, on finance. Hein, c'est un autre moyen de financement, et ça veut dire qu'on se retrouve dans les poches de l'usager. Hein, je tiens vraiment à insister là-dessus. Et les 300 000 € de Monsieur Ferré, s'ils peuvent être réduits à 150 000 €, nous serons extrêmement satisfaits avec lui, surtout si à côté on lui verse plus de soutien parce qu'il a été chercher une fraction non négligeable des emballages qui sont encore dans les ordures ménagères. Donc le schéma est extrêmement simple et j'insisterai simplement sur le fait que
La donnée, ça se pilote. Chacun doit s'en sentir responsable. Et c'est pas une fatalité hein, de dire oh bah oui c'est dans les impôts etc. Non non c'est pas une fatalité. On progresse et on progressera. Ça peut être de longue haleine sur certains aspects, mais en tout cas tout ça va dans le bon sens quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Ce webinaire était aussi enregistré, donc on aura l'occasion aussi de le repartager aux différents participants et même à ceux qui ont malheureusement pas pu être disponibles aujourd'hui. Donc merci encore à toutes et à tous et merci Laurie d'avoir participé. Merci Laurie, merci pour ça. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. À bientôt. Très bonne journée, au revoir.